Alors moi je vous propose qu'on découvre 3 clés de l'œuvre de Machiavel, 3 clés directement applicables dans sa propre vie et qui ont pour lui une importance capitale. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Héraclès, la chaîne qui analyse et décrypte l'actualité sous un point de vue historique. Pour ce second épisode, nous allons revenir ensemble sur la vraie histoire de Donald Trump, 45e président des États-Unis, sans aucun doute le plus contesté d'entre eux. Ce personnage qui défraie la chronique vient de quelque part, et ce quelque part, nous allons le trouver ensemble. Que représente-t-il dans l'histoire contemporaine des États-Unis et même du monde? D'où vient-il? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre ensemble, juste après ça. Derrière sa mythique frange orange, Donald Trump n'est pas seulement un personnage de foire. Sa vie constitue une référence pour de nombreux Américains et le courant politique qu'il représente fait partie de l'histoire américaine depuis des décennies. Au-delà des prises d'opinion partisanes et des luttes d'influence pour contrôler la première puissance militaro-économique de la planète, découvrons ensemble la vraie histoire de Donald Trump. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York dans une famille d'origine germano-écossaise. Ses parents vont le faire baptiser dans l'église presbytérienne du quartier. Alors le presbytérianisme, c'est une forme de protestantisme apparue en Écosse du temps de la Réforme et donc voilà qui est resté assez confiné à cette région et donc Donald Trump est baptisé dans ce mouvement religieux-là. Son père, Fred Trump, est un homme riche qui a fait fortune lors du boom économique aux États-Unis. À l'adolescence, le jeune Donald Trump va rejoindre une académie militaire. Dans cette académie militaire, il va commander une quarantaine de jeunes garçons à l'âge de 17 ans. Il va d'ailleurs être très populaire auprès d'eux et mener une existence de petit rebelle, donc ce qui est évidemment très commun à l'adolescence. Et c'est à cette académie militaire que va se former l'une de ses premières grandes croyances qui va influencer, vous allez le voir, grandement ses ambitions politiques. C'est la croyance d'être un outsider. Bien qu'issu d'une famille riche de New York, il va s'estimer exclu des cercles d'influence et des cercles de pouvoir, et il va estimer très rapidement que la seule façon d'obtenir sa place dans ces milieux-là va être de réussir par lui-même et par la force entre guillemets de ses combines. Cette croyance va être à la base d'une grande partie de sa réussite dans sa vie et lors de sa campagne présidentielle, ceci va se retrouver illustré par le fait qu'il s'estime représentant de la majorité silencieuse, donc vraiment le représentant de ceux qui ne peuvent rien dire et donc lui serait l'outsider qui représente ces gens-là et qui n'a vraiment à l'origine aucune chance de gagner mais qui va le faire quand même. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, sa première fortune, Donald Trump, il va l'obtenir de façon assez originale. Donc, à la fin des années 60 et dans les années 70, New York, vraiment perd en attractivité. Le crime est à son zénith. Il y a énormément d'insécurité et finalement, les prix de l'immobilier sont en baisse. Alors lui, Donald Trump, il va décider d'investir massivement. Alors, c'est vraiment une idée proprement originale, mais qui va lui valoir sa première fortune. Il va obtenir, grâce à diverses techniques de pression, des aménagements dans la réglementation environnementale de la ville pour construire de grands complexes immobiliers qu'il revend au prix cher. On peut penser par exemple au complexe de Riverside South. Alors évidemment, ça va lui valoir des problèmes avec certains comités d'habitants locaux, comme avec par exemple les habitants de Soho, qui vont le traîner en justice pour diverses dérives. Ceci faisant, Donald Trump va devenir l'un des plus gros promoteurs immobiliers de New York et bâtir une fortune titanesque avec des projets absolument, délirants, quoi. C'est du pharaonique. Et donc, il va créer ainsi son premier grand succès. Ensuite, au début des années 90, il va y avoir une crise immobilière et Trump va perdre une grande partie de sa fortune avec une baisse significative du prix de l'immobilier qui fait fondre son capital.
Alors suite à cela, il va commencer à diversifier ses sources de revenus pour faire son entrée à nouveau dans la cour des milliardaires. On entre sur un point qui va fasciner les Américains, c'est la capacité de Donald Trump à se réinventer. Et ainsi, même s'il se fait énormément d'ennemis entre les comités d'habitants, entre les juges qui n'apprécient pas du tout ses combines, il trouve toujours une petite faille pour réaliser ses projets. Donald Trump est également fameux pour ses citations qu'il va largement réutiliser pour construire son personnage de winner. Il y a notamment cette citation qu'on retrouve d'ailleurs assez fréquemment sur internet qui dit « Donc voilà, si vous pensez à quelque chose, pensez-y en grand » ou encore il va faire l'usage très régulièrement de la locution win again, win bold, ce qui veut dire on va gagner à nouveau, on va gagner de façon audacieuse. Il y a également ce clip de campagne qui tourne autour du winning, même le fait qu'il se déclarait riche, même quand il avait tout perdu suite à ses faillites dans les années 90. Il y a vraiment toute une construction quasiment mythologique du personnage de Donald Trump, qui est un gagnant, qui va faire gagner à nouveau les États-Unis, et ceci a énormément plu aux Américains, vous le comprendrez. D'ailleurs, dans un de ses discours, il va faire comme ça We're gonna win so much, you're gonna get sick and tired of it. Il dit on va gagner tellement que vous allez en être fatigué, vous allez en être malade. We're gonna win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say no. La suite de ses projets vaut vraiment le détour parce qu'il s'est même lancé dans la vente de viande, dans les casinos, enfin bref, vous allez voir ça. Donc dans les années 90, il va bâtir divers projets immobiliers, se lancer dans des spéculations diverses, enfin bref. Mais ce qui nous intéresse également, c'est de voir comment est-ce qu'il va entrer progressivement dans la sphère politique. Et ça nous ramène directement à la thématique de l'isolationnisme américain. Beaucoup de personnes ont pensé que l'isolationnisme américain était né avec Donald Trump. C'est complètement faux. Dans les années 90, Trump va se rapprocher de ce qu'on appelait alors le Parti de la Réforme. En 1992, le milliardaire américain et texan qui plus est, Ross Perot, va créer ce parti et proposer aux Américains de se retirer de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, le fameux ALENA qui a été enterré il y a quelques mois. Et donc déjà, on retrouve cette ambition de vouloir sortir des traités de libre-échange et ensuite, il y a la seconde ambition, d'ailleurs qu'on retrouve très largement dans la campagne de Trump, il y a cette ambition de sortir du clivage républicain-démocrate et de créer finalement une nouvelle ambition pour les États-Unis et c'est cette ambition-là qui va être portée par ce Parti de la Réforme. Alors ce Parti de la Réforme ne va néanmoins pas réussir à s'implanter durablement aux États-Unis et va progressivement disparaître au début des années 2000. Alors c'est très intéressant parce que le président de ce parti était un milliardaire, Ross Perot, et donc Trump est un milliardaire aussi. Trump était membre de ce parti dans les années 90, et ça prouve que déjà il y avait cette idée de se retirer des accords de libre-échange, de s'isoler et de sortir du clivage républicain-démocrate qui était déjà assez critiqué, mais pas autant que maintenant, évidemment. Suite au plantage du Parti de la Réforme, Trump va virevolter entre différentes structures partisanes. Bon, il y en a pas beaucoup aux États-Unis, mais entre les républicains et les démocrates. Ainsi, donc, son objectif, c'est d'influencer ses politiques dans son sens, notamment pour ses fameuses réglementations, et donc, c'est ainsi qu'il va même sponsoriser une campagne d'Hillary Clinton. Alors, également, ce qui caractérise énormément la politique de Trump, c'est le fameux America First. Et ce America First, il est symbole peut-être de deux choses. Alors soit c'est un égoïsme latent de la part de la première puissance mondiale, donc qui dit nous on pense qu'à nous, après avoir pillé le monde entier, on pense qu'à nous. Ou bien est-ce que ce America First ne serait pas également une volonté légitime de vouloir privilégier son peuple lors des prises de décision politiques? Alors je pense que ce petit America First mérite un grand décryptage. L'isolationnisme américain ne date pas d'hier et c'est même le moins que l'on puisse dire. Il prend naissance en 1823 avec la doctrine Monroe, du nom du 5e président américain. Alors que le continent américain tout entier est en proie aux luttes pour l'indépendance, on pensera notamment à Simon Bolivar ou encore aux luttes d'influence entre les puissances coloniales, le président Monroe énonce une règle restée célèbre, l'Amérique aux Américains. Il signifie par là que les Européens doivent rester chez eux et que ce faisant, les Américains ne se mêleront pas non plus de leurs affaires. Chacun chez soi, en somme.
Quelques décennies plus tard, la campagne présidentielle américaine de 1916 voit s'opposer Woodrow Wilson, un démocrate, à Charles Hughes, un républicain. Wilson va utiliser le slogan « America First » et remporter l'élection. Les électeurs de Wilson souhaitaient éviter une guerre avec le Mexique ou encore une intervention dans une Europe à feu et à sang. L'isolationnisme prit le dessus et Wilson gagna l'élection. Ceci ne l'empêcha pas de lancer les troupes américaines en Europe l'année suivante. À nouveau en 1940, les mouvements isolationnistes tentent d'éloigner les États-Unis du conflit qui commence à ravager le monde. Ce sont les comités America First. Pourtant, avec Pearl Harbor, les États-Unis vont finalement s'élancer dans le conflit mondial et entamer 70 années d'interventionnisme dans les affaires du monde. On parlera même du gendarme du monde. En 2000, lors de la campagne présidentielle, un certain George W. Bush met en avant que les États-Unis devraient moins sortir de chez eux et s'occuper davantage de leur population. L'année suivante, les attentats du World Trade Center vont projeter les États-Unis dans un conflit inutile et sanglant en Irak et Afghanistan. Ces mêmes conflits qui vont être directement liés au succès de Donald Trump en 2016. Il va notamment se débarrasser du candidat de la famille Bush, un certain Jeb Bush, en mettant en avant ces conflits coûteux en hommes et en argent qui n'auront finalement causé que du tort à l'Américain moyen, envoyé se battre en première ligne évidemment. It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives, we don't even have it. Dans les années 2000, Donald Trump va devenir un animateur TV à succès. On pense notamment à son émission The Apprentice, diffusée sur NBC. Alors il devient le présentateur télé, l'animateur le mieux payé du monde à raison de $3 millions par épisode en 2007. New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. I thrive on energy. This isn't a game. I'm not playing games. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? Grâce à cette série, il va devenir un véritable génie de l'autopromotion et du marketing, bien loin de ses ambitions initiales dans l'immobilier. Et comme je vous l'ai dit, Donald Trump va diversifier ses sources de revenus. Ainsi, il va faire du nom Trump une licence. Alors ça va être une licence qui va être achetée par des grands promoteurs immobiliers et comme étant une valeur refuge, surtout après la crise de 2008 qui a fait plonger les prix de l'immobilier. Alors en effet, donc il y a 30 immeubles dans le monde qui s'appellent des Trump Towers, mais pourtant qui n'appartiennent pas à Trump. Il y en a par exemple en Corée du Sud, au Japon. Donc ces propriétaires immobiliers vont payer chaque année à Trump une certaine somme pour l'utilisation de son nom, car son nom génère un certain chiffre d'affaires, etc. Et donc l'utilisation de la licence Trump rapporte à Trump $600 millions de chiffre d'affaires annuel. Également, dans les années 80, il a écrit un fameux livre qui s'appelait The Art of Deal. Donc, il l'a publié en 1987 et pendant 13 semaines, ce livre-là va rester best-seller. Alors, en gros, c'est un livre qui traite de persuasion et il explique comment devenir un bon vendeur. Et alors, ce qu'on peut dire de tout ça, donc voilà l'histoire des licences, l'histoire du bouquin, l'histoire de la télé, c'est que finalement Trump va bâtir tout son personnage, toute sa réussite autour de l'autopromotion, autour du marketing et non pas de l'immobilier, bien qu'il surfe toujours sur son succès initial dans ce secteur. Trump est également connu pour surestimer sa fortune. En 2005, elle était évaluée à environ $800 millions. Aujourd'hui, elle serait d'environ $3 milliards, bien loin des $10 milliards qu'il prétend posséder. Enfin bref, vous avez compris que ça participait à la construction du personnage. Alors c'est vraiment intéressant d'analyser sa personnalité. Si, je vous jure, c'est vraiment intéressant. Parce que d'un côté, on se dit, c'est quoi ce fou avec sa perruque orangée, son ego surdimensionné?
Et d'un autre côté, on se rend compte à quel point il a construit son personnage sur la durée, et il a construit ce personnage d'homme qui fait ce qu'il dit, qui parle le langage du peuple, et qui est un entrepreneur à succès, en opposition totale avec des politiciens américains qui ne rallient plus les foules. En gros, on peut dire que Trump prétend régler les problèmes politiques comme il réglait auparavant ses démêlés judiciaires. C'est un peu l'idée. Et même son climato-scepticisme correspond à une posture qui plaît aux Américains. En fait, est-ce que Trump est climato-sceptique ou pas, ça on n'en sait rien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques années, il avait prévu par exemple de bâtir un ensemble immobilier écologique. Ça peut sembler dingue, mais il avait prévu de créer donc voilà des maisons un peu dans l'idée qu'elles soient autosuffisantes, etc. Mais finalement, ça s'est pas réalisé. Vous voyez, quand il y a de l'argent à se faire, bon, voilà. Ce qui est également intéressant, c'est que dans les années 80, il était apparu dans une émission d'Oprah Winfrey. Et alors là, c'était un homme de l'élite new-yorkaise, qui parlait bien, qui était installé dans son siège correctement, bien éloigné du personnage populiste qu'on peut voir actuellement. Et donc voilà, ça en fait, il utilise à nouveau un biais. C'est que les hommes politiques de l'establishment, ou que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont réputés pour parler correctement. Une des manœuvres des populistes, c'est justement de parler un langage vulgaire, un peu grossier, pour se distinguer de ces gens-là et se rapprocher des gens. Et donc, dès qu'il arrive sur scène et que lui, il tient un langage finalement peu soutenu, eh ben les gens se disent, tiens, ce mec-là, il est différent des autres. Et cette technique-là, elle a été utilisée, par exemple, également en Italie, par Salvini et compagnie. Ils ont un langage, limite ordurier. Même en Italie, ça va même encore plus loin. Et alors là, c'est la cassure est énorme avec les mecs de l'establishment, qui sont des gens, voilà, bien propres sur eux et tout, qui n'ont pas un mot plus haut que l'autre. Et le gars, il arrive en insultant tout le monde. Et donc là, les gens se disent, oula, ce type-là, il a un truc, il est différent. Également, on peut revoir ça avec le type aux Philippines. Le président des Philippines, alors lui il disait carrément on va buter tout le monde, il a insulté Obama de fils de pute, je crois. Enfin c'est des trucs assez dingues, mais ça rejoint vraiment une stratégie de communication en fait. Après The Apprentice, Trump va se déclarer candidat à la présidentielle américaine de 2016. Donc voilà, la campagne commence évidemment un peu avant. Pour comprendre comment Trump va être propulsé à la tête de la politique américaine, il faut connaître l'état des États-Unis en 2015, l'année qui précède son élection. Et donc, je vais vous proposer de découvrir ça juste là. La crise immobilière de 2008 a largement dévasté le pays et mis des millions d'Américains à la porte de chez eux. Dans le sillage de la crise économique, des mastodontes de l'industrie américaine ont acté leur départ des États-Unis, accélérant la désindustrialisation du pays. Parallèlement à cela, la dette des États fédérés qui constituent les États-Unis a explosé et la plupart d'entre eux ont diminué les protections sociales par mesure d'économie, fragilisant encore plus la classe moyenne américaine. L'endettement de la classe moyenne explose également pour faire face à la stagnation des revenus. En effet, depuis 1980, les revenus des ménages n'ont pas augmenté aux États-Unis alors que les prix ont eux bien augmenté et que la croissance a été constante sur la période. En effet, les classes supérieures bénéficient depuis les années 90 d'un nombre incalculable de mesures protectrices. Sous Bush, les déséquilibres s'accélèrent encore plus en faveur des riches. La présidence Obama, commencée en 2008, lance un espoir dans toute la population américaine, symbolisé par le fameux slogan « Yes, we can ». Néanmoins, bloqué par le Congrès, contrôlé en partie par les républicains et par les limites de son propre parti, Obama voit la plupart de ses initiatives limitées, voire annulées. Le désespoir monte dans tout le pays où les infrastructures de base sont dans un état de délabrement extrême. Les routes et les ponts sont laissés à l'abandon partout à travers les États-Unis. Ceci va amener Trump à proposer un plan massif de rénovation des infrastructures chiffré à 1000 milliards de dollars et qui doit encore être voté par le Congrès. En réalité, ce plan lui-même est bien inférieur aux besoins d'infrastructures du pays, qui sont au moins chiffrés à 2000 milliards de dollars. Donc c'est l'équivalent du PIB de la France. L'entièreté des services de l'État sont déficients dans tout le pays et engendrent une colère grandissante dans l'opinion américaine, notamment chez les Blancs, mais aussi dans les minorités qui ne profitent pas du renouveau économique mondial.
En 2011, Arianna Huffington, fondatrice du bien connu Huffington Post, publie un livre prémonitoire, L'Amérique qui tombe, comment les politiques ont trahi le rêve américain et abandonné la classe moyenne. Elle y décrit un pays bien loin des réalités des villes côtières, en proie aux inégalités et où le rêve américain, le fameux American Dream, qui est à la base de la société américaine, est en train de s'effondrer. Elle prédit la montée prochaine de candidatures extrémistes si le mécontentement légitime de la population n'est pas satisfait par des mesures protectrices. Devinez ce qui va advenir. Le 16 juin 2015, Donald Trump va se déclarer candidat à la primaire du Parti républicain. À l'époque, le candidat favori, c'est Jeb Bush, notamment pour sa capacité, on va dire capacité familiale, à engranger des soutiens financiers. Alors Trump, pour avoir une chance dans cette primaire, il va entamer une campagne radicale, voire même dangereuse. Un des grands thèmes qu'il va développer, c'est celui du Mexique, qui arnaque économiquement les États-Unis, qui engrange donc des bénéfices financiers énormes sur le dos des Américains et qui envoie même des violeurs aux États-Unis et les fait passer pour des migrants. Alors, à nouveau, cette image du violeur mexicain, c'est pas Trump qui va l'inventer. C'est comme l'histoire de l'isolationnisme ou toutes ces choses-là. En fait, cette image du violeur mexicain, elle puise vraiment ses racines dans un imaginaire très ancien, dans un imaginaire collectif qui a débuté au XXe siècle. Et donc, dès qu'il y a une période de moins bien économique, il y a cette image que le migrant, le dangereux migrant, viendrait piquer le job de l'Américain moyen. Alors, on retrouvait déjà cette idée-là quand il y avait toutes les personnes qui arrivaient d'Europe de l'Est, qui arrivaient donc aux États-Unis, lors des grandes vagues migratoires du 19e siècle. Alors, il y avait les précédentes vagues migratoires qui les regardaient salement, qui disaient ils viennent nous voler notre job. Ensuite, il y a eu les Italiens, qui étaient vraiment traités, il paraît même pire que les Afro-Américains. Je veux dire, les Italiens s'étaient vus vraiment comme, on va pas dire le mot, mais c'était la réalité à l'époque. Cette image du violeur mexicain, ça fait tilt tout de suite dans l'imaginaire collectif américain. Trump va appuyer sur sa campagne sur des propos qui sont réels. Par exemple, comme le déficit commercial américain ou bien la désindustrialisation du pays. Également, il va avoir des propos complètement démagogues, voire racistes, mais qui vont lui rallier une partie des Américains laissés pour compte du fameux American Dream. Build that wall. 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 L'une de ses cibles préférées, ça va être Jeb Bush, vraiment le représentant de l'establishment, le mec bien propre sur lui, bien tranquille. Et d'ailleurs, il va tellement être sa cible que Jeb Bush, il va raccrocher durant la campagne. Trump va finir par remporter, à la stupeur générale déjà, la primaire du Parti républicain le 7 juin 2016 avec 1725 délégués. Alors suite à cela, il va entamer la campagne contre Hillary Clinton, qui est donc la candidate démocrate, qui a elle-même évincé Bernie Sanders, son rival démocrate, dans des conditions, on va dire, peu démocratiques. Alors je vais pas revenir sur la campagne qui est particulièrement ordurière et qui ne sert pas à mon propos et qui a peu d'intérêt historique, vraiment, on peut le dire, car après tout le but c'est de décrypter l'actualité sous un point de vue historique et non pas de vous raconter ce qui s'est passé, les petits détails, les petites magouilles, ça on s'en fout. Quoi qu'il en soit, vous connaissez la suite, Trump va être élu à la stupeur du monde entier et commencer à appliquer sa fameuse politique America First avec les conséquences que l'on connaît. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, parce que j'avais suivi la nuit d'élection de Trump, donc heure par heure, j'avais pas dormi de la nuit, et je me souviens que d'ailleurs Trump, on a commencé à se dire qu'il allait gagner quand il a commencé à gagner les fameux swing states. Alors les swing states, c'est des États stratégiques aux États-Unis. Quand vous les gagnez, vous atteignez le nombre de grands électeurs plus rapidement grâce à ces swing states. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous pouvez vous poser la question, c'est comment Trump a gagné l'État de Floride. L'État de Floride, c'est majoritairement des latinos, et pourtant Trump, il parle bien des violeurs mexicains. Donc il doit se sentir concerné. Et là, c'est un truc à nouveau assez intéressant, c'est qu'en fait, quand vous êtes latino aux États-Unis, vous vous considérez plus comme un Mexicain, vous vous considérez comme un Américain. Vous voyez ? Trump est devenu cette légende, cette icône de l'espace médiatique américain. C'est parce que lui, plus que tout autre homme politique, a compris comment utiliser les médias. Alors lui, il se met vraiment comme un homme du peuple face aux médias, il leur parle mal et tout, mais durant la campagne, il n'a jamais refusé une interview.
Et également, lui, il va utiliser Twitter de façon très intelligente. C'est-à-dire qu'il va utiliser Twitter pour non pas donner un avis qui vient de nulle part, un avis un peu légaliste, vous voyez, un truc assez pompeux, mais au contraire pour dire « moi je pense ça ». À nouveau, il va employer des mots de gens du peuple, des réactions finalement absolument normales pour un Américain moyen, comme à un moment il va faire « on a eu l'hiver le plus froid et vous venez me parler de réchauffement climatique, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi ?» Ça c'est assez incroyable, cette maîtrise des réseaux sociaux, et ça on peut l'opposer par exemple à nos hommes politiques à nous. Par exemple, quand on voit comment Twitter est utilisé par Manuel Valls et la façon dont Trump utilise Twitter, comparez les posts et vous verrez qu'il y en a un qui avait un ton très impérieux, très limite autocratique, et puis l'autre qui vient nous dire ouais moi je constate ça, c'est pas normal, enfin vous voyez, donc la connerie bien utilisée peut être très intelligente. Donc si vous voulez soutenir le projet Héraclès, qui est vraiment la mise en place d'une vision rafraîchie de la connaissance, de l'histoire, de la géopolitique, eh ben je vous encourage à nous rejoindre sur l'offre payante. Franchement, on aurait pu lancer un Tipeee, on aurait pu monétiser nos vidéos, mais non, c'est pas ce qu'on a choisi de faire. On s'est dit que c'était pas normal, que vous deviez vous taper des pubs pour Google sur vos vidéos, alors que nous, on allait parler de quelque chose d'intelligent, et les pubs, par définition, sont l'antithèse de l'intelligence. Alors, pour rester cohérent, eh ben, on a créé une offre VIP, une offre payante, mais une offre accessible. C'est une offre qui est accessible à tous, vraiment, qui a des tarifs, voilà, c'est même pas un kebab, hein. Et cette offre-là, si vous la rejoignez, et si vous la regardez, si vous prenez du plaisir à la consulter, eh ben, ça sera la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer sur notre voie et surtout de pérenniser Héraclès et quelque part de permettre à la connaissance d'être non plus juste l'apanage de quelques-uns dans des bibliothèques ou bien de quelques amateurs, mais bien de faire de la connaissance un bien commun. Et ça, c'est notre ambition à tous. Et en tant que vulgarisateur, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et également, je vous encourage à aller voir notre précédente vidéo consacrée au Brexit. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo sur Trump en commentaire. On attend de voir vos réactions. C'est toujours passionnant de pouvoir lire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et également, si vous voulez nous soutenir de façon cette fois-ci gratuite, vous partagez ça avec vos potes. Vous allez nous laisser un petit j'aime pour nous aider à mieux nous référencer. Vous vous abonnez. Voilà. Vous vous faites plaisir. C'est ça aussi le but. Et en vous faisant plaisir, vous me faites plaisir. C'est pas beau ça? Et franchement, c'est beau. Moi aussi, je vais faire de l'autopromotion comme Trump là. Je vais vous garantir là. Vous allez m'élire président dans quelques années, vous allez rien comprendre. Enfin bon, bref. Fini les conneries, à la prochaine. Ciao. Bradford, you're fired. Thank you.